Elle avait toujours su que la beauté était une arme plus tranchante que n'importe quel couteau, plus persuasive que n'importe quel discours et plus précieuse que n'importe quel bijou. Et elle avait appris très tôt à mesurer les sourires au millimètre, à doser les regards, à calibrer le ton de sa voix comme on ajuste une lentille pour capturer exactement ce que l'on veut. Pour elle, le monde n'avait jamais offert de tendresse gratuitement, et c'est ainsi qu'elle comprit que la séduction n'était pas du romantisme, mais une stratégie, et que les douces promesses servaient moins à remplir un cœur qu'à ouvrir des coffres forts qui ne seraient jamais les siens. La pauvreté frappait à sa porte avec la constance de la pluie sur le toit, et chaque frustration s'accumulait, comme des photos délavées d'anniversaire sans gâteau, de cadeaux improvisés, de rêves pliés et rangés dans des tiroirs qui coinçaient. Elle grandit en voyant les dettes s'empiler sur des étagères vides, en voyant la facture, d'électricité en retard, en voyant le réfrigérateur transformé en miroir faute de contenu, et elle transforma tout cela en carburant pour la froideur qui commençait à se former comme une croûte invisible sous sa peau, s'endurcissant à chaque refus reçu, à chaque porte qui ne s'ouvrait pas, à chaque regard qui la réduisait à la jolie fille qui aurait de la chance si elle parvenait à épouser quelqu'un avec un avenir. La chance, comprit-elle, était un luxe réservé aux naïfs, et elle décida que l'avenir se conquiert avec des ongles, avec du calcul et avec de la patience, en construisant un personnage qui regardait les autres comme des pièces d'un échiquier, où la seule règle valable était la victoire. Il y avait en elle un magnétisme qui traversait la rue avant son corps, une présence qui arrêtait les conversations et éveillait des comparaisons silencieuses. Mais ce qui la rendait dangereuse n'était pas le visage symétrique, ni les traits presque sculpturaux, mais bien la capacité à étudier les fissures du caractère d'autrui avec la précision d'un chirurgien, découvrant où ça faisait mal, où il manquait quelque chose, où débordèrent la vanité, la nostalgie ou la solitude. Et en glissant, l'appât à cet endroit exact, elle entraîna son oreille à capter les faiblesses dans des confidences rapides, dans des rires prolongés, dans des souvenirs racontés comme pour demander pardon au passé. Et elle collectionna les histoires d'hommes qui se croyaient immunisés contre leurs propres désirs, jusqu'au moment où ils se retrouvaient figés devant elle, calculant tout ce qu'ils pouvaient perdre tandis que son parfum troublait encore leur raison. Elle apprit aussi que la pitié est un retard, que le regret est un gaspillage et qu'hésiter, c'est laisser la place à quelqu'un de plus rusé pour conclure l'affaire du jour. Alors, elle n'hésitait pas, ne reculait pas, ne clignait pas des yeux. Lorsqu'une amie lui dit qu'elle paraissait cruelle, elle sourit en coin et pensa que la vie avait été cruelle la première, bien avant, et que les larmes qui un jour avaient séché sans étreinte lui avaient donné la bénédiction amère de ne plus jamais demander la permission. Et dans cette logique, les hommes allaient et venaient comme des rumeurs. L'un qui avait juré de l'épouser et avait disparu la semaine suivante. Un autre qui avait promis un emploi et face à la première demande concrète, avait prévenu que c'était difficile. Elle garda des noms, des adresses et des intentions dans un cahier mental, marquant chaque leçon avec la netteté d'une carte, jusqu'à conclure qu'il ne suffisait pas d'avoir une cible occasionnelle. Il fallait un objectif qui change l'échelle de sa vie, qui réorganise. L'échiquier qui la tire de la spirale où elle naissait pauvre et mourrait épuisée. Et c'est alors qu'elle entendit parler de lui, le milliardaire qui paraissait inaccessible, l'homme qui n'avait besoin de rien et qui, précisément pour cela, semblait posséder tout ce qu'elle voulait conquérir d'un seul coup. Statut, sécurité, portes ouvertes, un nom de famille qui transformait n'importe quelle petite pièce en salon. Avant de songer à l'approcher, toutefois, elle polit son personnage avec une discipline presque religieuse. Elle étudia les routines, mémorisa les préférences, cartographia les habitudes, traça des chemins d'accès indirects, comme si elle préparait un rôle pour un film valant le prix suprême. Elle changea sa garde-robe sans exhiber d'emblée. Couleur neutre, coupe précise, tissu qui tombait bien sur son corps comme une demande de silence. Elle contrôla la manière dont elle riait, calibrant le son pour paraître naturel, et elle testa, devant le miroir, 3 versions de ce regard qui disait « Je te comprends », sans paraître suppliant. Elle créa une biographie stratégique avec des lacunes soigneusement comblées. Ni trop pauvre pour ne pas inspirer la pitié, ni trop aisée pour ne pas paraître autosuffisante. Elle laissa échapper des histoires bien choisies sur un passé de petits défis surmontés,
évitant les tragédies exagérées qui sonneraient comme un piège. Et elle renforça un répertoire émotionnel capable de s'adapter rapidement à la conversation du jour. Elle rechercha discrètement les cercles de fréquentation, identifia qui détenait la clé des introductions, détecta l'ascension et la chute de certaines amitiés, et se plaça dans la trajectoire d'une connaissance commune, car elle savait que, pour atteindre l'inaccessible, le premier pas est rarement frontal, presque toujours latéral, et quand enfin elle parvint à faire parvenir son nom à ses oreilles, elle ne célébra pas, elle traça simplement une ligne sur son tableau mental et passa à l'étape 2, comme quelqu'un qui change d'outil après avoir achevé la première phase d'une œuvre qui n'admet aucune improvisation. Ce fut à cette étape que la froideur prit les contours d'une méthode. Elle ne voulait pas seulement entamer une romance avec lui, elle voulait garantir des liens qui résistent à la marée de son humeur, de sa méfiance et de son agenda, et elle comprit que l'illusion la plus ancienne du monde fonctionnait encore comme un sortilège irrésistible à n'importe quelle table. La perspective d'un héritier, d'un destin scellé par un lien de sang, d'un avenir irréversible qui saisit un homme par la responsabilité et par la vanité en même temps. Le soi-disant coup du ventre n'était pas, pour elle, une anecdote immorale, mais un projet avec des étapes, des délais et des marges de risque calculées. Et elle se mit, sans remords, à dessiner chaque point de ce scénario. Le moment juste pour insinuer la maturité, l'instant opportun pour montrer une douceur domestique, l'heure précise pour paraître vulnérable sans paraître fragile. Elle rechercha des cliniques, des forums, des astuces de déguisement, des appareils qui imitèrent des battements, des récits de femmes qui, en période difficile, avaient en fait l'impossible pour survivre, et elle sépara ce qui relevait de la légende de ce qui était applicable, construisant un arsenal silencieux qui allait des coussins à remplissage anatomique jusqu'aux justificatifs médicaux plausibles dans des conversations rapides. Elle répéta des questions et réponses devant le miroir pour ne pas être prise en contradiction, lut sur les symptômes, mémorisa des calendriers, étudia des tableaux de suivi, 8 semaines, 12, 16, apprit le vocabulaire qui rendrait sa mise en scène crédible aux oreilles distraites, et elle orchestra le moment exact de l'annonce, non pas comme une explosion de joie, mais comme une confidence intime, celle qui donne à l'homme l'illusion d'avoir été choisi pour garder un secret précieux avant le reste du monde, créant le terrain parfait pour qu'il se sente partie intégrante de quelque chose de plus grand que lui. Rien de tout cela, cependant, n'aurait eu de force si elle n'avait pas maîtrisé l'art de paraître à la fois inévitable et rare. À chaque pas, elle construisait un climat où sa présence était synonyme de calme, d'ordre, de quelqu'un qui sait entrer et sortir sans faire de bruit, réparer sans demander de crédit, apparaître sans voler la lumière, une femme qui n'envahit pas, qui occupe avec douceur et qui, en occupant, transforme l'espace sans qu'on s'en aperçoive, enveloppant le quotidien d'un papier de soie qui donne à tout un aspect de soin. Quand il passait, elle ne l'encerclait pas, elle se plaçait simplement là où elle pouvait être remarquée sans effort, offrant des phrases courtes, écoutant avec attention, acceptant les silences comme partie intégrante de la conversation et non comme une faille de communication. Et c'est ainsi que, brique par brique, elle s'approcha, non de la fortune, mais du territoire où ses défenses étaient les plus humaines. Souvenirs de perte, fatigue, gravés dans des décisions difficiles, amitié qui avait sombré dans la marée des intérêts. Et ce territoire, elle le savait, exigeait des pas légers. Et si à un moment la conscience lui soufflait que tout cela dépassait les lignes de compassion, elle répondait mentalement qu'elle n'avait pas été la première à apprendre de la dureté du monde, et que, s'il y avait une culpabilité dans cette histoire, elle se diluait dans le fait que tout le monde, tôt ou tard, défend ce qu'il croit mériter. La différence dans son cas, c'est qu'elle n'attendrait pas de mériter. Elle prendrait avec tout le soin et le calcul de celle qui a déjà tracé la route de fuite avant même d'entrer dans la fête. Et à mesure que le premier message fut répondu, que la première conversation passa de la formalité à un intérêt ténu, que le premier café partagea un sourire presque anodin, elle comprit que la grande porte ne s'ouvre pas à coups d'épaule. Elle s'ouvre millimètre par millimètre, et un seul millimètre, lui, suffit pour jurer, en silence, que de là, elle ne reculerait pas d'un centimètre. Il était le genre d'homme qui imposait le silence dans une pièce avant même de prononcer un mot,
car sa simple présence portait le poids d'un empire. Ses yeux clairs, d'un bleu presque métallique, semblaient percer les gens, même lorsqu'il évitait de les fixer trop longtemps, et son corps, forgé par des années de discipline et d'entraînement, était un monument vivant à la force et au pouvoir. Rien dans sa vie ne se produisait par hasard. Chaque décision était calculée, chaque pas étudié, chaque victoire conquise avec la conviction de celui qui est né pour ne jamais perdre. Sa fortune n'était pas seulement héritage, elle était le fruit d'un esprit qui transformait les chiffres en stratégie et les opportunités en empire. Il n'était pas seulement milliardaire sur son compte bancaire, mais aussi dans le regard des femmes qui rêvaient d'être choisies, dans les entrepreneurs qui tremblaient à sa table de négociation et dans les rivaux qui haïssaient son arrogance silencieuse. À chaque apparition, les projecteurs cherchèrent son image, mais rien ne pouvait briser le mur invisible qu'il avait lui-même élevé autour de son cœur. Cet homme était, pour tous, inaccessible. Le monde voyait en lui un dieu grec en habit moderne, des muscles sculptés, des épaules larges, une allure de guerrier et une posture de roi. Mais derrière cette façade presque mythologique se cachait une âme marquée de cicatrices invisibles. Il avait déjà aimé et avait été trahi, avait accordé sa confiance à ceux qui ne désiraient que sa fortune, avait ouvert des portes qui s'étaient révélées des pièges. Il avait appris tôt qu'être désiré ne signifiait pas être aimé, et que la beauté qui l'entourait n'était rien d'autre que le reflet de ce que sa richesse pouvait acheter. Cette conscience avait transformé son cœur en pierre, et sa routine en une discipline de fer. Il se levait tôt, s'entraînait comme un gladiateur, concluait des contrats millionnaires et, la nuit, s'isolait dans un manoir silencieux qui ressemblait davantage à une forteresse qu'à une maison. Les murs froids, ornés d'œuvres d'art inestimables, étaient témoins d'une solitude qu'il n'avouerait jamais, car admettre un manque serait comme donner des munitions à ses ennemis. Il n'avait besoin de personne. Du moins, c'est ce qu'il répétait chaque matin devant le miroir. Il avait le monde à ses pieds, des voitures qui suscitaient l'envie, des yachts qui fendèrent les mers comme des lames, des entreprises qui dominaient des secteurs entiers. Mais lorsque les lumières s'éteignaient, ce qui restait, c'était un vide lourd, un lit immense occupé uniquement par son corps gigantesque, et un esprit qui, malgré toutes ses distractions par des victoires, ne pouvait faire taire l'écho d'une vie incomplète. Les relations qu'il avait tentées furent superficielles, motivées par des intérêts ou par des illusions qui s'étaient vite effondrées. La célébrité lui avait donné trop de femmes, mais aucune n'osait le regarder comme un homme plutôt que comme un patrimoine. Et c'était précisément cette absence de vérité qui le rendait inaccessible. Entouré de visages parfaits, mais tous semblables, il se protégeait de plus en plus, devenant un mythe intouchable, une forteresse imprenable, un prix impossible. Dans la société, il était vu comme un trophée. Les femmes s'approchaient avec des rires étudiés. Les familles le traitaient comme une opportunité d'ascension. Les amis se divisaient entre flatteurs et faux alliés. Il percevait tout, chaque intention cachée derrière des mots polis, et cela nourrissait son incrédulité envers l'amour et envers les gens. Peut-être, au fond, espérait-il qu'un jour quelque chose de vrai surgisse, mais il ne croyait plus que ce fût possible. Sa confiance était comme un mur trop haut pour être escaladé, et son cœur, un territoire où plus personne n'osait entrer. Ce milliardaire beau, extraordinaire, ultra musclé et convoité, était, avant tout, un homme seul. Et cette solitude, bien qu'il ne l'avouât jamais, était sa plus grande faiblesse. Son esprit fonctionnait comme un échiquier où chaque pièce avait un mouvement calculé avec une froideur presque mathématique, et face à l'image colossale de ce milliardaire inaccessible, la femme comprit qu'elle devait concevoir quelque chose de plus grand qu'une simple séduction. Conquérir un homme comme lui ne serait pas possible uniquement avec la beauté, car toute sa vie il avait été entouré de visages aussi parfaits que le sien, de femmes prêtes à se jeter dans ses bras pour le statut ou la convenance. Non, il fallait quelque chose qui le retienne, qui l'enchaîne dans un lien impossible à rompre, un lien qui lui fasse croire qu'il avait des obligations au-delà d'une passion passagère. Et c'est par ce raisonnement froid et calculateur que le plan du coup du ventre commença à prendre forme dans son esprit, comme une pièce de théâtre qui exigeait préparation, répétition et perfection dans chaque détail. Elle passa des nuits blanches à rechercher des moyens de rendre le mensonge incontestable. Elle regardait des vidéos de femmes enceintes, étudiait les symptômes typiques de la grossesse, lisait des articles médicaux
et mémorisait les changements physiques qui devaient apparaître au fil des mois. Elle alla jusqu'à acheter des prototypes sophistiqués de faux ventres fabriqués en silicone malléable, capables de tromper même un toucher inattentif. Elle créa un calendrier fictif de consultation médicale, fabriqua de faux examens, prépara des messages de confirmation pour, en cas de question, présenter des preuves rapides renforçant la mise en scène. Elle ne laissait aucune place au hasard. Chaque réponse qui pourrait être exigée était déjà notée dans son esprit. Nausées simulées à des heures stratégiques, envies alimentaires soigneusement mises en scène, repos fin lors d'après-midi précis. Son corps, encore jeune et sain, serait la toile sur laquelle elle peindrait la plus grande imposture de sa vie. Mais un plan aussi audacieux nécessitait plus que des détails techniques. Il exigeait un timing parfait. Elle ne pouvait pas se lancer immédiatement dans le mensonge, car lui, méfiant par nature, s'en apercevrait. D'abord, il fallait qu'il croie à la romance, qu'il s'habitue à sa présence, qu'il commence à la voir comme une compagne possible. Alors, elle élabora un calendrier émotionnel. Les premières rencontres serviraient à éveiller la curiosité, les suivantes à provoquer l'admiration. Et ce n'est que lorsqu'il commencerait à céder à ses propres barrières qu'elle lancerait la bombe d'une prétendue grossesse inattendue. À ce moment-là, il ne pourrait tout simplement pas reculer, car son sens des responsabilités, si connu et si commenté dans les cercles sociaux, l'obligerait à rester. Le milliardaire qui ne s'était jamais incliné devant personne se retrouverait enfin enchaîné à elle, non par amour, mais par devoir. Et c'était exactement ce qu'elle voulait, transformer sa vertu en piège. Derrière cette stratégie, cependant, se cachait une motivation encore plus sombre, la vengeance contre le monde qui l'avait humiliée. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de s'enrichir, mais de prouver que la beauté et la ruse étaient des armes suffisantes pour changer le cours de la vie. Elle se souvenait des jours où elle demandait du crédit à l'épicerie, des rires cachés des voisins qui la jugeaient comme la jolie fille sans avenir, et chaque détail de la pauvreté qui l'entourait était un carburant pour nourrir son désir de devenir intouchable. En s'imaginant aux côtés du milliardaire, enceinte de l'héritier que tous célébreraient, elle se sentait enfin vengée, triomphante, glorifiée devant ceux qui l'avaient autrefois rabaissée. Son plan ne concernait pas seulement lui. Il s'agissait de montrer au monde qu'elle, la femme pauvre et oubliée, serait capable de capturer l'homme que tous considéraient comme impossible. Et ainsi, avec le coup du ventre dessiné dans chaque détail, elle se prépara pour la phase suivante, le premier contact direct. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation ni pour les erreurs. Elle était convaincue qu'un mensonge bien construit deviendrait plus réel que n'importe quelle vérité, et que face à une mise en scène parfaite, même l'homme le plus dur finirait par céder. C'était le début d'une guerre silencieuse entre l'illusion et la méfiance, et elle était prête à utiliser chaque arme, chaque sourire, chaque larme calculée pour gagner. L'échiquier était en place, et la prochaine pièce serait déplacée avec une précision capable de changer à jamais le destin des deux. La rencontre n'eut pas lieu par hasard, bien qu'il le crût. Elle avait déjà étudié minutieusement les lieux qu'il fréquentait, les horaires auxquels il apparaissait, les détails de sa routine qui semblaient aléatoires, mais qui, pour elle, formaient une carte précieuse. Elle choisit le moment avec la froideur d'un stratège militaire. Ce ne pouvait pas être lors d'une fête luxueuse, où il serait entouré de courtisans, ni lors d'une réunion d'affaires, où son regard était blindé comme de l'acier. Il fallait que ce soit dans un espace public mais informel, où le hasard paraîtrait convaincant et où sa vulnérabilité serait réelle. Ainsi, elle se plaça exactement dans le café discret où il aimait prendre son expresso après la salle de sport, un lieu simple pour les standards de sa fortune, mais qui représentait une respiration dans sa routine blindée. Elle entra dans l'endroit comme quelqu'un qui ne cherche pas l'attention, mais l'obtint inévitablement. Sa robe était sobre, mais mettait en valeur ses courbes. Ses cheveux lâchés tombaient en vagues calculées, simulant le désordre. Ses yeux, toujours intenses, semblaient flotter entre innocence et mystère. Elle tenait un livre dans ses mains, un détail pensé pour créer une image de profondeur, quelque chose qui contrastait avec les femmes qu'il avait l'habitude de voir en robe de soirée et en conversation vide. Elle s'assit près de lui, sans paraître envahissante, et en quelques minutes, elle joua le premier acte. Elle laissa tomber son sac exprès, répandant quelques papiers au sol. Lui, instinctivement,
se pencha pour l'aider. À cet instant, ses yeux rencontrèrent les siens, et le premier contact visuel fut aussi bref que calculé, mais suffisant pour planter la graine. La conversation naquit comme si elle n'était pas destinée à durer. Elle le remercia d'un sourire doux, mais non forcé, et fit un commentaire banal sur le livre qu'elle tenait, insinuant une affinité avec des sujets qu'il n'aurait jamais imaginé entendre d'une inconnue. Le milliardaire, habitué au dialogue superficiel, fut surpris de constater que, devant lui, se trouvait une femme qui savait manier les mots avec intelligence et légèreté. Elle n'exagéra pas les compliments, n'essaya pas de l'impressionner avec des gestes théâtraux. Au contraire, elle laissa des vides, de petites pauses qui le rendaient homme curieux, attiré par la sensation qu'il y avait plus que ce que les yeux pouvaient saisir. Lui, qui gardait toujours un mur invisible face aux inconnus, se retrouva, contre sa propre nature, à prolonger le dialogue. La façon dont elle inclinait la tête en écoutant, dont elle souriait avec sobriété au lieu d'éclater de rire, dont elle paraissait intéressée sans être dépendante. Tout cela formait une énigme agréable, quelque chose qu'il ne retrouvait pas chez les femmes qui l'entouraient. La rencontre se termina simplement, par un adieu cordial, mais en lui quelque chose avait bougé, une étincelle de curiosité qui le laisserait penser à elle, plus qu'il ne voudrait l'admettre. Pour elle, le premier acte était accompli. Elle n'avait pas besoin de déclarations ni d'invitations immédiates. Elle savait que le secret du désir était l'absence. Et en franchissant la porte du café, elle sentit la victoire silencieuse battre en elle. Le milliardaire inaccessible avait désormais son visage en tête. La première pièce avait été placée sur l'échiquier, et la partie était officiellement lancée. Après la première rencontre, elle savait qu'elle ne devait pas se lancer dans des avances précipitées. Le secret résidait dans la mesure de l'absence et de la présence, avec une précision presque scientifique. Elle laissa passer quelques jours avant de réapparaître, par coïncidence, à un autre moment de sa routine, calculant toujours les instants comme quelqu'un qui déplace des pièces sur un échiquier invisible. Lors de ces occasions, elle ne forçait jamais la proximité, offrait seulement des dialogues brefs et naturels, laissant flotter l'impression que l'univers conspirait pour les rapprocher. Ce jeu de subtilité construisait peu à peu un lien qui, aux yeux extérieurs, semblait naître du hasard, mais qui en réalité était le produit d'une manipulation froide et calculée. Lui, de son côté, commença à remarquer la fréquence de ces coïncidences, mais au lieu de se méfier, il se sentit intrigué. C'était comme si cette femme était apparue pour combler un vide dans sa routine. Elle savait écouter, savait rire au bon moment, savait se taire lorsque la conversation exigeait le silence. Et chaque détail renforçait l'image de quelqu'un de différent des autres. Une femme qui n'était pas obsédée par la fortune ni par le prestige social, mais qui dégageait un charme discret, presque domestique, presque authentique. Le milliardaire, qui se protégeait toujours contre les invasions émotionnelles, commença à baisser sa garde sans s'en rendre compte. Les dîners commencèrent à apparaître comme des invitations occasionnelles. D'abord, dans des restaurants discrets, puis lors d'événements sociaux où il se montrait officiellement, lui permettant déjà d'être vu à ses côtés. Le monde remarquait, commentait, spéculait. Qui était cet inconnu qui marchait désormais aux côtés de l'homme le plus convoité? Elle, toujours attentive, modelait sa posture à la perfection, élégante mais pas arrogante, souriante mais jamais vulgaire, affectueuse mais pas soumise. Le rôle de la petite amie idéale était joué avec brio et chaque geste renforçait la pièce de théâtre qu'elle avait soigneusement préparée. Cependant, tout n'était qu'apparence. Derrière les regards passionnés et les gestes tendres en public, il n'y avait aucune véritable tendresse dans son cœur. Il n'y avait que du calcul. Chaque pas qu'elle faisait à ses côtés était mesuré par l'utilité qu'il aurait dans le grand plan. Lorsqu'il souriait, elle souriait 2 fois plus. Lorsqu'il se montrait fatigué, elle apparaissait comme le baume parfait. Et lorsqu'il parlait d'affaires, elle écoutait avec une attention feinte, mémorisant des expressions pour les répéter plus tard, comme si elles étaient les siennes. Ce jeu de miroir l'enchantait, car il lui donnait l'illusion d'avoir trouvé une compagne qui le comprenait réellement. Le roman d'apparence grandissait comme une flamme visible de tous, mais invisible dans son essence. Alors que la société commençait à la voir comme la nouvelle compagne du milliardaire, elle ne faisait que compter les jours avant de passer à l'étape suivante. Le théâtre était en place, les rideaux ouverts, et le public applaudissait déjà sans se rendre compte que tout n'était qu'une mise en scène. L'amour que le monde croyait voir éclore était, en réalité, la plus dangereuse des supercheries,
Et bientôt, elle révélerait la pièce centrale de son jeu, la grossesse inventée qui allait tout changer. Le moment qu'elle avait tant répété était enfin arrivé. Après des semaines à nourrir le roman d'apparence, à devenir une présence constante à ses côtés et à être socialement reconnue comme la femme qui avait conquis le cœur du milliardaire inaccessible, il était temps de lancer la bombe qui l'enchaînerait dans des liens invisibles, la prétendue grossesse. Cela ne pouvait pas être fait brusquement, ni dans un cadre banal. Il fallait que ce soit mis en scène comme un secret intime, quelque chose de délicat, quelque chose qui lui donne la sensation d'être le premier à partager une telle révélation. Ainsi, elle prépara tout avec une attention méticuleuse. Elle choisit une nuit calme, où les affaires ne l'absorberont pas et où l'atmosphère était plus légère, et l'invita à dîner chez elle plutôt que dans un restaurant luxueux. Elle cuisina quelque chose de simple, simulant un geste d'affection sincère, et laissa l'ambiance éclairée seulement par des bougies, créant une aura d'intimité et de confiance. Pendant le dîner, elle mena la conversation avec délicatesse. Elle parla de la vie, de l'avenir, de la manière dont les choses avaient changé depuis leur rencontre. À un certain moment, elle se tut volontairement, laissant le silence peser dans l'air, avant de soupirer avec un regard apparemment vulnérable. Lui, curieux, la pressa avec tendresse, demandant ce qui n'allait pas. Ce fut alors qu'elle lâcha la phrase répétée des milliers de fois devant le miroir. « Je suis enceinte ». Sa réaction fut immédiate. Le corps raide, le regard figé, la respiration suspendue. Le milliardaire qui affrontait des concurrents implacables et négociait des milliards sans ciller se retrouvait maintenant paralysé devant une seule phrase. Elle, contrôlant même le tremblement de sa voix, lui prit la main et dit qu'elle ne l'avait pas prévu, que c'était arrivé, mais qu'elle ne pouvait pas être plus heureuse. La mise en scène était parfaite, et chaque larme roulant sur ses joues était prévue dans le scénario qu'elle avait écrit pour ce moment. Il ne répondit pas immédiatement. Le silence s'allongea de façon presque suffocante. Mais lorsqu'il parla enfin, ce fut pour dire que si c'était vrai, il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assumer la responsabilité. Les mots qu'elle voulait entendre furent prononcés, et son cœur vibra de triomphe. Le plan suivait exactement le cours qu'elle avait tracé. Il ne l'enlaça pas aussitôt, mais l'impact dans son regard était une preuve suffisante que le piège avait fonctionné. Dans les jours suivants, il commença à agir comme s'il était vraiment père. Il appelait pour savoir comment elle allait, posait des questions sur les rendez-vous médicaux, parlait d'ajustements dans la routine. Chaque geste renforçait la sensation qu'elle avait gagnée. Pour le monde, l'annonce viendrait plus tard, mais elle se délectait déjà de l'idée d'être la future mère de l'héritier le plus attendu du cercle social. Ses amis enviaient sa chance, les regards la voyaient déjà comme une femme bénie par la fortune et par le destin. Le coup du ventre était en marche, et elle se voyait chaque jour plus proche d'une victoire qu'elle croyait définitive. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que, derrière les yeux intenses et silencieux du milliardaire, une graine de méfiance avait déjà commencé à germer. Et cette méfiance, bien que discrète encore, deviendrait l'étincelle de la ruine de tout son plan. Lorsqu'il entendit la nouvelle de la prétendue grossesse, le milliardaire eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds pendant un instant. Cet homme, habitué à traiter avec des chiffres astronomiques, des contrats millionnaires et des décisions qui changèrent le destin d'entreprises entières, se retrouvait soudain confronté à quelque chose qu'aucun tableau ne pouvait calculer. La paternité avait toujours été un sujet délicat pour lui, car il portait en lui un mélange de désir caché et de peur profonde. Le désir de laisser un héritage, d'avoir un héritier qui perpétue son nom et son histoire, la peur de répéter les erreurs du passé, de se livrer à quelqu'un qui ne serait pas digne de confiance. Lorsque la phrase « je suis enceinte » résonna, ce fut comme si tous ses sentiments entraient en collision en même temps. Dans les jours qui suivirent, sa routine commença à changer. Il se mit à se lever plus tôt, non seulement pour s'entraîner ou réviser des contrats, mais pour l'appeler et lui demander comment elle allait. Il commença à apparaître dans des pharmacies discrètes, achetant des vitamines et des compléments qu'il jugeait importants. Il faisait livrer des fleurs, bien qu'il ne soit pas romantique de nature, comme s'il essayait, maladroitement, de combler le vide émotionnel que la nouvelle avait ouvert dans sa vie. Dans ses yeux, il y avait un mélange de surprise et de fierté. Dans ses gestes, la responsabilité d'un homme qui ne fuyait pas ses engagements. Elle savait manipuler ce côté de lui, et chaque fois qu'elle disait se sentir nauséeuse, fatiguée ou en manque d'attention,
Il apparaissait prêt à lui apporter du réconfort. Mais en même temps qu'il se consacrait avec intensité, une inquiétude commença à l'entourer comme une ombre silencieuse. Elle était discrète, presque imperceptible, mais grandissait à chaque détail mal ajusté. Un examen jamais montré en entier, une consultation à laquelle il ne pouvait pas assister, un malaise qui survenait à des moments trop opportuns. Rien n'était suffisant pour lancer une accusation, mais tout mis ensemble formait un brouillard gênant qu'il ne parvenait pas à dissiper. Pourtant, sa position initiale fut celle de la confiance. Il croyait que, s'il y avait un doute, il serait injuste de ternir ce moment par des soupçons. Après tout, il avait toujours été un homme de parole, quelqu'un qui ne reculait pas quand la vie lui présentait des responsabilités. La société commença à réagir à la nouvelle. Même sans annonce officielle, les rumeurs se propagèrent rapidement, et tous les regards se tournèrent vers eux. L'idée que l'homme le plus désiré allait maintenant devenir père multiplia les conversations dans les couloirs des affaires, dans les cercles sociaux et même dans la presse. Il percevait les regards curieux, les félicitations biaisées, les commentaires chuchotés. En partie, il ressentait de la fierté. En partie, il ressentait le poids écrasant du jugement public. Mais il ne reculait pas. Au contraire, il adoptait de plus en plus la posture d'un homme engagé, comme si la paternité était un trophée invisible qu'il devait porter avec fermeté. Elle, derrière le masque de fragilité, célébrait chacun de ses gestes, croyant que le plan était consolidé. Mais ce qu'elle ne percevait pas, c'était que le milliardaire, même enveloppé dans des gestes de soin, commençait à activer le côté analytique et calculateur qui l'avait rendu imbattable dans les affaires. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il cherchait, mais une voix silencieuse en lui répétait que quelque chose n'allait pas. Et cette voix, timide au début, se transformerait bientôt en enquête, en doute, en vérité. Lorsque les rumeurs de la grossesse franchirent enfin les murs de l'intimité et se répandirent dans le cercle social, sa vie devint une vitrine encore plus éclatante. Le milliardaire qui avait toujours cultivé la discrétion se retrouvait désormais exposé dans des conversations parallèles, des titres discrets et des commentaires lors de dîners de gala. Des personnes qui autrefois le regardaient avec respect professionnel l'abordèrent maintenant avec des sourires chargés de sous-entendus, le félicitant comme si l'héritier était déjà un fait accompli. Les femmes qui l'entouraient de regards de désir se retirèrent, certaines avec envie, d'autres avec mépris pour l'heureux élu qui aurait capturé l'homme le plus inaccessible du pays. Des associés d'affaires, beaucoup d'entre eux de faux alliés, commencèrent à voir la supposée grossesse comme un jalon scellant non seulement son destin, mais aussi les mouvements du marché. Après tout, un enfant signifiait héritage, changement de contrat, redéfinition de pouvoir. Elle, quant à elle, nageait dans la gloire. Elle défilait avec une étincelle dans les yeux qui ressemblait plus à un triomphe qu'à une maternité. Chaque apparition publique à ses côtés était soigneusement planifiée. Vêtements plus amples pour suggérer un ventre qui n'existait pas encore, mains reposant discrètement sur l'abdomen, sourire timide insinuant un bonheur maternel. Les femmes chuchotaient, les hommes commentaient, et soudain elle, qui n'était il y a peu qu'une inconnue, était devenue la figure la plus commentée de la haute société. Être vue comme la future mère de l'héritier transformait son statut de manière vertigineuse. Elle n'était plus seulement belle, elle était puissante, mais la pression qui pour elle signifiait victoire, pour lui, était poids. À chaque événement où il entrait, il sentait le poids des attentes peser sur ses épaules. Les gens le félicitaient, et lui, bien qu'il souriait, gardait en lui une inquiétude qu'il ne partageait avec personne. L'homme habitué à tout contrôler était maintenant vu comme vulnérable, comme quelqu'un qui avait enfin été dompté. Cette idée circulait dans des commentaires malicieux qui arrivaient à ses oreilles, et bien qu'il feignît l'indifférence, quelque chose en lui se rongeait de cette perception. Était-il réellement manipulé? Vivait-il une illusion montée pour satisfaire un désir qui n'était pas le sien? Chaque jour, le doute grandissait comme un poison silencieux. Pourtant, il demeurait ferme en public. S'il y avait une chose qu'il détestait, c'était offrir un spectacle aux autres. Il feignait la fierté, renforçait sa posture d'homme de famille, et allait même jusqu'à envisager des projets d'avenir qui auparavant ne lui venaient pas à l'esprit. Mais chez lui, quand la nuit tombait et que les lumières s'éteignaient, le milliardaire ressentait l'écho des contradictions. Quelque chose ne collait pas, mais la pression de la société était si écrasante
que tout recul, toute hésitation, sonnerait comme lâcheté ou irresponsabilité. Et il ne supportait pas l'idée d'être vu comme un homme faible. Pendant ce temps, elle continuait d'alimenter la mise en scène, de plus en plus convaincue que le monde la reconnaissait déjà comme victorieuse. Elle n'imaginait pas que, derrière ses yeux sérieux, l'esprit du milliardaire travaillait en silence, calculant les risques, revoyant les détails, traquant les failles. La société applaudissait, mais lui préparait déjà la scène pour sa chute. Aux yeux du monde, la supercherie semblait parfaite. Elle défilait comme la future mère de l'héritier le plus convoité et lui entretenait l'image d'un homme engagé, prêt à assumer des responsabilités. Mais, au fond de lui, quelque chose commença à le déranger, comme un petit caillou dans sa chaussure. Au début, c'étaient des détails subtils, presque imperceptibles, qui pouvaient facilement être ignorés. Un examen médical qui n'arrivait jamais entre ses mains parce que, selon elle, le médecin aurait demandé de la discrétion. Une consultation programmée précisément à un moment où il avait des engagements incontournables. Une nausée qui apparaissait toujours à des moments trop opportuns et qui disparaissait trop vite lorsqu'il n'y avait pas de spectateurs. Tout paraissait réel à première vue, mais dans l'esprit d'un homme habitué à gérer mensonges et manipulations dans les affaires, ces petites failles devinrent des signaux d'alerte. Il commença à observer plus attentivement, sans le montrer. Il prêtait attention au ton de sa voix, à ses regards, à ses gestes automatiques. Il remarqua que, lorsqu'elle n'était pas observée, elle oubliait de toucher son ventre, un geste qu'elle soulignait pourtant en public. Il remarqua aussi que le supposé ventre n'évoluait pas de façon perceptible. Certains jours, il paraissait plus grand, d'autres presque inexistant, comme si l'illusion elle-même oscillait avec ses humeurs. Il se demanda en silence, exagérait-il? Était-il simplement paranoïaque? Mais au fond de lui, l'intuition qui l'avait rendu imbattable dans les affaires lui disait maintenant, avec insistance, que quelque chose n'allait pas. Lors d'un dîner de gala, un détail devint encore plus troublant. L'une des invitées, mère de 3 enfants, fit avec enthousiasme des commentaires sur les symptômes du début de grossesse et posa des questions directes à la femme. Elle, bien que intelligente et manipulatrice, répondit avec insécurité, trébuchant sur des détails que toute femme enceinte connaîtrait. Le milliardaire le remarqua. Il sourit en public, mais à l'intérieur, un incendie commença à brûler. C'était la première fois qu'il ne parvenait pas à justifier intérieurement ses incohérences. Le doute cessa d'être une ombre pour devenir une présence constante. Cette nuit-là, allongé dans son immense lit en fixant le plafond, il se sentit partagé. Une partie de lui voulait croire qu'il allait devenir père, qu'il aurait enfin une raison plus grande que la fortune et les affaires pour se lever chaque matin. Une autre partie, toutefois, criait qu'il était utilisé, trompé, manipulé de la manière la plus basse et la plus cruelle possible. Cette bataille silencieuse commença à le transformer. En public, il maintenait l'image d'un homme sûr de lui. En privé, il devenait un enquêteur froid, notant chaque détail, chaque incohérence, comme s'il montait un dossier invisible sur la femme qui dormait à ses côtés. Pour elle, rien ne semblait hors de place. Elle croyait que sa mise en scène restait intacte et que, si quelques failles apparaissaient, elles étaient facilement couvertes par le théâtre social. Elle ne percevait pas que, peu à peu, le masque commençait à se fissurer aux yeux d'un homme habitué à voir au-delà des apparences. Le milliardaire, l'homme que personne ne pouvait tromper dans les affaires, commençait maintenant à se rendre compte qu'il était peut-être trompé dans son cœur. Et une fois que la méfiance s'installe chez quelqu'un comme lui, il n'y a pas de retour possible. Seule la vérité, nue et dévastatrice, pourra résoudre l'équation. Le milliardaire, habitué à traiter avec des chiffres, des contrats et des rivaux déguisés en alliés, savait que faire confiance aveuglément était un luxe qu'il n'avait jamais eu dans les affaires. À présent, face aux incohérences de la femme qui disait porter son enfant, il comprit qu'il devait agir comme il l'avait toujours fait dans le monde des affaires. Enquêter en silence, rassembler des preuves, attendre le moment opportun pour l'affrontement. L'intuition ne suffisait pas, l'inconfort ne suffisait pas. Il voulait des faits, il voulait des certitudes. Il voulait démonter son masque devant lui-même avant de l'exposer au monde. Et avec la même froideur avec laquelle il avait déjà abattu des concurrents milliardaires, il traça le plan pour découvrir la vérité derrière la grossesse. La première étape fut simple. Il engagea discrètement un détective privé, quelqu'un en qui il avait une confiance absolue, de ceux qui savent se mouvoir dans l'ombre sans laisser de traces.
L'ordre fut clair et direct. Suivre tous ses pas, chaque rendez-vous médical, chaque déplacement, chaque appel suspect. En peu de temps, des rapports commencèrent à lui parvenir. Le détective remarqua que plusieurs des rendez-vous annoncés n'avaient jamais eu lieu. Elle fixait des rendez-vous dans des cliniques prestigieuses, mais ne s'y présentait jamais. Lorsqu'il l'interrogeait, elle utilisait des excuses préparées, changement d'horaire, médecin occupé, examen reporté. Mais en coulisses, les caméras montraient une autre réalité. Achats dans des magasins, rencontres avec des amis, sorties sans aucun lien avec la santé. Le milliardaire décida également d'utiliser ses propres méthodes. Il commença à l'observer comme on analyse un contrat ligne par ligne. Il mémorisait les jours où elle prétendait avoir des nausées, les moments où elle disait être faible, les excuses pour ne pas l'accompagner à des engagements. Il remarqua un schéma. Les symptômes apparaissaient toujours lorsqu'il était présent, comme si c'était une mise en scène pour son public exclusif. Lorsqu'il surgissait à l'improviste, il la trouvait en bonne santé, active, sans trace de la fatigue qu'elle dramatisait tant. Ce contraste était la preuve silencieuse que le théâtre était en cours. L'enquête atteignit son apogée lorsque le détective apporta quelque chose de définitif. Des documents falsifiés, échographies avec des dates modifiées, tampons ne correspondant pas aux cliniques citées, rapports copiés d'anciens dossiers et adaptés pour paraître neufs. La supercherie était flagrante. Il tenait les papiers entre ses mains avec le calme d'un prédateur qui attend le moment propice pour frapper. Il sentit la colère grandir, non seulement à cause du mensonge, mais parce qu'elle avait tenté de l'utiliser dans ce qui comptait le plus pour lui. L'honneur, l'héritage, le désir caché d'être véritablement père. Pourtant, il ne révéla rien immédiatement. Il décida de maintenir la mise en scène, la regardant comme s'il croyait encore chaque mot, embrassant son front lorsqu'elle disait être fatiguée, caressant le faux ventre lorsqu'en public, elle prétendait sentir des mouvements inexistants. Mais au fond de lui, il préparait déjà l'affrontement. Ce serait dévastateur, calculé, irréfutable. Il ne se contenterait pas de simplement s'éloigner. Il voulait exposer le mensonge. Il voulait qu'elle ressente le poids de l'humiliation qu'elle avait tenté de lui imposer. Le milliardaire que le monde admirait comme inaccessible allait maintenant devenir le juge d'une farce sur le point de s'effondrer. Et tandis qu'elle se délectait dans la gloire de sa mise en scène, croyant être chaque jour plus proche de consolider le coup parfait, elle ne voyait pas que la tempête avait déjà commencé à se former dans ses yeux. L'enquête était terminée, et la vérité, aussi tranchante qu'une lame, était prête à être révélée. Le jour de la découverte définitive ne fut pas marqué par des explosions ni des cris, mais par un silence plus lourd que n'importe quel mot. Le milliardaire, déjà armé de toutes les preuves, s'assit dans son immense salon, entouré de baies vitrées qui reflétèrent la ville comme un empire qu'il avait lui-même construit, et tint dans ses mains le dossier remis par l'enquêteur. Chaque page était un coup de poignard calculé. Examens médicaux avec signatures falsifiées, rapports copiés, échographies contrefaites, conversations interceptées, révélant la manipulation froide d'une femme prête à tout. C'était comme voir une pièce de théâtre démontée en coulisses, où les lumières de la scène s'éteignaient et où il ne restait que des fils, du maquillage effacé, des tours exposées. Là, devant lui, se trouvait la preuve définitive. La grossesse n'avait jamais existé. Il n'explosa pas en fureur immédiate. Au contraire, il inspira profondément et laissa le silence engloutir la pièce. L'homme qui avait tant de fois été trahi dans les affaires, mais qui avait toujours trouvé le moyen de gagner, réalisait maintenant que dans le cœur aussi, il avait été la cible d'un sale coup. Mais il y avait une différence cruciale. Dans les affaires, la trahison était attendue, faisait partie du jeu. En amour, ou dans ce qui aurait dû être l'amour, le mensonge frappait plus cruellement, parce qu'il touchait ce qu'il gardait en secret, le désir sincère d'être un jour père pour de vrai. Ce désir, utilisé comme appât par elle, se transformait désormais en fureur contenue, en une détermination glaciale de ne pas laisser la mascarade impunie. Lorsqu'il la regarda, pour la première fois, ses yeux n'avaient plus l'éclat de curiosité ni l'affection dissimulée. Ils avaient la froideur d'un juge qui connaît déjà la sentence avant même le procès. Elle, cependant, ne s'en aperçut pas. Elle continuait à jouer, caressant le faux ventre devant les miroirs, parlant de prénoms possibles, soupirant avec de fausses nausées lorsqu'il était près d'elle. Elle croyait avoir la victoire en main.
qu'elle l'avait déjà enchaîné définitivement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il avait déjà dépassé la ligne du doute. Il avait désormais la certitude, et la certitude a le pouvoir de transformer l'homme le plus patient en bourreau implacable. Lors de ce dîner, quand elle parla pour la 1000e fois de l'enfant imaginaire, il se contenta de l'observer en silence. Chaque mot qui sortait de sa bouche était une pièce de théâtre de plus qu'il laissait finir avant d'applaudir ironiquement. Mais au fond de lui, il savait qu'il était prêt à renverser la situation. Il ne s'agissait plus de méfiance ni de soupçon. Il s'agissait d'escroquerie, de crime, de manipulation cruelle. Lui, l'homme qui n'avait jamais accepté de perdre à aucune table de négociation, tenait maintenant entre ses mains la preuve qu'il avait été victime de l'une des pires tromperies de la vie. Et l'étape suivante ne serait pas seulement de la confronter, ce serait de la détruire, de l'exposer, de lui faire ressentir chaque seconde de l'humiliation qu'elle avait tenté de lui imposer. La découverte de la supercherie ne le fit pas s'effondrer. Au contraire, elle renforça en lui la fureur d'un gladiateur sur le point d'entrer dans l'arène. L'empire qu'il avait construit avec sueur et intelligence ne serait pas entaché par un mensonge bon marché. La femme belle et dangereuse qui croyait tenir le contrôle ne pouvait pas imaginer que désormais, chaque sourire, chaque geste et chaque mot ne serait que le prélude à sa chute. Le milliardaire inaccessible, à présent, ne savait pas seulement la vérité de la farce, il était prêt à l'écraser devant tous. L'affrontement ne fut pas immédiat, mais préparé avec la précision de celui qui sait que la vengeance, pour être parfaite, a besoin d'une scène, d'un public et d'une heure fixée. Le milliardaire ne voulait pas seulement affronter l'escroc à n'importe quel moment, il voulait qu'elle soit complètement désarmée avant de l'écraser avec la vérité. Ainsi, il maintint la mise en scène quelques jours de plus, feignant de croire à ses paroles, louant ses prétendus soins liés à la grossesse, offrant des cadeaux et allant même jusqu'à discuter de l'avenir, comme si tout était réel. Chacun de ses gestes était une corde invisible qui l'enfonçait encore plus dans son propre mensonge. Et elle, fascinée par sa propre performance, croyait être chaque jour plus proche de la victoire. Le soir choisi, il l'invita à un dîner somptueux dans son manoir, avec une table décorée, des verres étincelants et une atmosphère qui promettait d'être inoubliable. Elle, convaincue qu'elle recevrait là peut-être la demande en mariage qui scellerait l'arnaque, s'habilla comme jamais. Une robe coûteuse qu'il lui avait lui-même offerte, des bijoux discrets mais brillants, et le sourire répété d'une femme persuadée d'avoir le monde à ses pieds. Elle entra dans la salle comme une actrice à l'apogée de sa carrière, sans imaginer que ce serait sa dernière scène. Le milliardaire l'accueillit avec calme. Ses yeux, froids, ne trahissaient rien de la tempête qui brûlait en lui. Ils s'assirent à table, échangèrent des mots légers, et elle, à un moment, caressa de nouveau le faux ventre, parlant avec douceur de prénoms de bébé et de l'avenir qui les attendait. Il l'écouta en silence. Lorsqu'il posa enfin son verre sur la table, il se pencha légèrement en avant et dit, d'une voix grave et ferme, « Je sais tout ». La phrase, brève comme un coup de marteau, traversa l'air et figea son sourire. Un instant, l'escroc tenta de rire, de dissimuler, d'agir comme si elle ne comprenait pas. Mais ses yeux ne laissaient aucune place à l'interprétation. C'étaient des lames aiguisées, reflétant une certitude absolue. Il se leva, marcha jusqu'à un tiroir et revint avec une chemise de documents. Il la jeta sur la table, faisant voler les papiers devant elle. Examen falsifié, dossier modifié, photos captées par l'enquêteur, preuve incontestable de chaque mensonge. Chaque feuille qu'elle tournait de ses mains tremblantes remplaçait son arrogance par le désespoir. Elle tenta de se justifier, affirma que ce n'était que des malentendus, qu'il y avait des explications à tout, mais sa voix se brisait, piégée dans le nœud de son propre mensonge. Lui, en revanche, n'éleva pas une seule fois la voix. Il parla doucement, avec la sérénité cruelle de celui qui n'a pas besoin de crier pour écraser. « Tu as cru pouvoir me tromper. Tu as cru pouvoir jouer avec ce que j'ai de plus sacré. Mais tu t'es trompé. Je n'ai jamais été la cible fragile que tu imaginais. » Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quelle insulte. Elle, perdue, tenta de s'approcher, de toucher sa main, de supplier son pardon. Mais il recula comme on repousse quelque chose d'impur. Ses yeux en disaient plus que les mots, dégoût, déception, fureur contenue. L'homme que le monde entier croyait inaccessible se montrait maintenant implacable, et face à lui, la femme qui rêvait de gloire s'effondrait comme un château de cartes. Chaque seconde l'étouffait un peu plus dans l'humiliation.
Et l'affrontement n'était pas seulement entre eux deux, c'était entre la vérité et le mensonge, entre l'honneur et la fausseté. Il n'avait plus rien à prouver à lui-même. À présent, l'étape suivante serait d'exposer toute la vérité au grand jour. Le milliardaire ne se contenterait pas de mettre fin à la supercherie entre les murs de son manoir. Pour lui, le mensonge avait été orchestré devant toute la société, et c'est devant elle que le masque de l'escroc devait tomber. C'est pourquoi il planifia une soirée mémorable, mais non pas pour sceller des fiançailles comme tout le monde l'attendait. À la place, il choisit l'un des plus grands événements sociaux de l'année, un gala de charité organisé par sa propre entreprise, avec la présence d'hommes d'affaires, de journalistes, de politiciens et d'influenceurs. La salle serait la scène parfaite pour révéler la vérité, et le public, composé de tous ceux qui avaient de cru à la mise en scène, serait témoin de la chute de sa fausse reine. Elle, bien sûr, fut invitée avec toute la pompe, convaincue qu'elle serait la star de la soirée. Elle choisit une robe éblouissante, assez ajustée pour suggérer un ventre de plusieurs mois, et répéta des regards maternels devant le miroir. En entrant dans l'événement à ses côtés, les flashs crépitèrent. Les caméras immortalisèrent le couple parfait, et les murmures se répandirent. C'est la mère de l'héritier. Enfin, il s'est rendu à l'amour. Cette femme a tout gagné. Elle souriait avec la confiance de celle qui croyait sa victoire absolue. Le milliardaire, cependant, garda une posture énigmatique. Il trinqua avec les invités, posa pour des photos, mais dans ses yeux se lisait une gravité que peu remarquèrent au début. Jusqu'à ce qu'à un certain moment de la soirée, il monte sur scène. Il prit le micro, remercia tout le monde de leur présence et parla de la valeur de la vérité, de l'honneur et de la responsabilité. Ces mots résonnaient comme des énigmes, et beaucoup ne comprenaient pas encore ce qui allait suivre. Puis, dans un geste calculé, il l'appela à le rejoindre sur scène, lui demandant d'approcher avec un sourire discret. Elle marcha vers lui, persuadée qu'elle recevrait, devant tous, l'annonce officielle de leur fiançailles. Mais à ses côtés, sa supercherie commença à s'effondrer. Le milliardaire ouvrit une chemise devant la foule et d'une voix ferme révéla qu'il avait été victime d'un cruel mensonge. Il présenta les preuves. Examen falsifié, documents modifiés, preuves incontestables. La salle plongea dans un silence absolu. Elle, tremblante, tenta de nier, balbutia des justifications, mais chaque mot était écrasé par l'avalanche de preuves qu'il exhibait. Le public, choqué, assistait à la chute d'une femme qui les avait tous trompés. Des chuchotements se répandirent, des regards de mépris apparurent, et le glamour qu'elle croyait avoir conquis se transforma en honte publique. Lorsqu'il termina son discours, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement un silence lourd, rompu par des regards de réprobation et des murmures de scandale. L'escroc, qui croyait être au sommet du monde, se retrouvait maintenant dépouillé de son mensonge devant toute la société. Elle fut retirée de la scène en larmes, non plus comme la future mère d'un héritier, mais comme une fraude démasquée. Et tandis qu'elle était engloutie par sa propre honte, lui demeurait droit, implacable, comme l'homme qui non seulement avait survécu à l'arnaque, mais qui avait transformé l'humiliation en justice. L'humiliation publique aurait déjà suffi à ruiner n'importe quelle réputation, mais le milliardaire ne voulait pas seulement l'exposer, il voulait la justice. L'arnaque de la grossesse n'était pas seulement un mensonge personnel, c'était un crime méticuleusement calculé, une tentative de fraude impliquant des documents falsifiés, des rapports altérés et des manipulations allant bien au-delà de la sphère intime. Il rassembla toutes les preuves qu'il avait déjà en main et les remit aux autorités avec la même froideur qu'il signait des contrats de plusieurs millions. Il ne demanda aucune faveur, n'utilisa aucune influence pour accélérer quoi que ce soit. Il plaça simplement entre les mains de la loi un dossier qui parlait de lui-même. Elle, encore stupéfaite par la chute brutale de son empire d'illusions, croyait pouvoir se cacher derrière des larmes et la pitié publique. Elle tenta de maintenir le discours de victime, alléguant la persécution, affirmant que tout n'était qu'un malentendu. Mais face à des examens falsifiés, des signatures clonées, des dates incompatibles et même des enregistrements compromettants où elle parlait avec des complices de retenir le milliardaire, il n'y avait aucune défense possible. La police frappa à sa porte un matin, devant des voisins curieux et des caméras sensationnalistes, et la femme qui autrefois se présentait comme la future mère de l'héritier fut menottée et placée dans une voiture de patrouille. L'impact fut dévastateur. Les journaux affichèrent en manchette « L'arnaque de la grossesse, escroc arrêté après avoir tenté de tromper un milliardaire ». Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires,
de mèmes et d'indignation. Ceux qui l'enviaient autrefois se délectaient désormais de sa chute. Son image, qui jusqu'à récemment brillait comme un triomphe, était maintenant entachée de honte, de déshonneur et de prison. Et contrairement à ce qu'elle imaginait, personne ne la défendit. Les amis s'éloignèrent, les complices disparurent, et même les membres de sa famille refusèrent d'associer leur nom au scandale. Au tribunal, devant le juge, elle tenta de répéter le même regard d'innocence qu'elle avait si souvent utilisé comme arme. Mais il n'y avait plus de public prêt à applaudir. Le verdict fut rapide et implacable. Fraude, falsification de documents, tentative d'extorsion. Condamnée à purger une peine, elle fut conduite en prison comme n'importe quel autre criminel. Et pour la première fois de sa vie, sa beauté ne signifiait rien. Dans la cellule glaciale, face à des murs humides et des barreaux rouillés, elle comprit que le monde qu'elle avait tenté de conquérir par le mensonge ne la voyait plus que comme une femme dangereuse et déshonorée. Le milliardaire, quant à lui, n'assista pas au procès pour témoigner. Il n'en avait pas besoin, il avait déjà gagné. La justice qu'il recherchait n'était pas seulement légale, mais morale. Montrer à tous que personne, aussi calculateur et séducteur soit-il, ne pouvait le manipuler impunément. Il continua sa vie, ferme, sans se retourner. L'emprisonnement de l'escroc n'était pas seulement la fin de l'arnaque, mais le symbole que la vérité l'emporte toujours, même lorsque le mensonge semble briller plus fort pendant quelques instants. Le poids du scandale résonnait encore dans les journaux, sur les réseaux sociaux et dans les conversations. Mais en lui existait désormais un silence nouveau, différent de la solitude d'autrefois. C'était celui de la libération. Pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire respirait sans se sentir piégé dans une toile de manipulation. La découverte de l'arnaque, l'exposition publique et l'emprisonnement de l'escroc n'étaient pas seulement les chapitres d'une vengeance bien menée, mais la preuve que, même lorsque le cœur tente de nous tromper, la vérité trouve toujours un chemin pour émerger. Il marchait désormais dans son manoir, non pas comme un homme dupé, mais comme quelqu'un qui avait repris le contrôle de sa propre vie. Les murs autrefois froids semblaient moins lourds, car il ne gardait plus aucun mensonge. Il y avait bien sûr des cicatrices émotionnelles, l'orgueil blessé, le souvenir de chaque mot faux, la mémoire de ce moment où il avait cru, l'espace d'un instant, qu'il allait devenir père. Mais au lieu de se transformer en chaîne, ces cicatrices étaient devenues des armures. Il avait appris à distinguer la tendresse véritable de la manipulation, appris que l'amour n'est pas une mise en scène et que tous les sourires ne méritent pas la confiance. La société, qui murmurait autrefois sur sa vulnérabilité, le vénérait désormais encore plus pour sa fermeté à affronter la farce de face. Il était devenu, aux yeux du public, non seulement un milliardaire convoité, mais un exemple de résilience. Un homme qui ne s'était pas laissé détruire par un mensonge, mais qui l'avait transformé en force. Pour elle, il ne restait que la cellule glaciale, l'écho de ses propres pas dans un couloir sans éclat, son visage affiché dans les journaux comme synonyme de honte. Le monde qu'elle croyait avoir conquis s'était dissous comme de la fumée, et la femme qui rêvait d'être reine n'était plus qu'une prisonnière de plus. Mais pour lui, cette fin n'était pas une simple vengeance, c'était la justice. Et cette justice lui apporta une paix inattendue. Le milliardaire inatteignable comprenait enfin qu'il n'avait pas besoin d'un prétendu héritier pour valider sa vie. Sa véritable richesse résidait dans la liberté d'être lui-même, sans chaînes émotionnelles, sans sourire trompeur. En regardant l'horizon depuis la terrasse de son manoir, le corps droit et le visage ferme, il sentit que quelque chose en lui avait changé à jamais. La femme qui avait tenté de le tromper n'était plus qu'une ombre dans sa trajectoire, et lui, enfin, était libre de recommencer, plus fort, plus conscient, mieux préparé à reconnaître le véritable amour, si un jour il se présentait. L'arnaque de la grossesse s'était terminée en prison, mais pour lui, le dénouement était bien plus grand, la certitude que, même face aux illusions les mieux construites, la vérité triomphe toujours et que le cœur d'un homme, une fois libéré du mensonge, peut enfin battre à nouveau avec dignité.